Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, cher Jean-Pierre Decool, mes chers collègues. En France, comme ça vient d'être dit, Madame le Ministre, le taux de survie à la suite d'un arrêt cardiaque n'excède pas 8%. Près de 50 000 personnes meurent chaque année dans notre pays. Ces chiffres ne sont pas une fatalité. Ces décès sont pour beaucoup évitables. Les études scientifiques concluent à des gains majeurs de survie lorsqu'une défibrillation est rapidement pratiquée. Madame le ministre, vous avez dit 85%, ça dans les 2 minutes. La prise en charge des victimes est une lutte contre le temps. Chaque minute représente plus de 10% de chances de survie en moins. Alors que le SAMU intervient en 10 et 15 minutes en moyenne, l'accès rapide et effectif à un défibrillateur et la démocratisation de son usage sont des enjeux cruciaux pour le bon fonctionnement de la chaîne de survie. Dans d'autres États dotés de programmes d'accès public à la défibrillation, les taux de survie sont bien supérieurs aux taux français. Une étude américaine réalisée dans les années 2000 à Las Vegas, où les accidents cardiaques sont nombreux pour des raisons qu'on pourra aisément imaginer, a démontré que l'accès à des défibrillateurs utilisés par le personnel formé permet d'atteindre un taux de survie de 64%. Les pouvoirs publics français ne sont certes pas restés immobiles face à cette question. Un décret de 2007, l'utilisation de défibrillateurs automatisés externes, DAE, qui, comme leur nom l'indique, fonctionnent de manière entièrement automatisée et sont donc facilement utilisables et ouvertes au grand public. Des dispositifs de sensibilisation, voire de formation aux gestes qui sauvent, ont par ailleurs été mis en place, en particulier avec un arrêté de 2009 qui a prévu une initiation du grand public de l'utilisation des DAE. L'enjeu demeure cependant le passage de ces évolutions réglementaires dans des pratiques citoyennes, et on voit que de fortes marges de progrès existent puisque la sensibilisation du grand public aux gestes du premier secours demeure tout à fait insuffisante en France. 20% seulement de la population a suivi une formation. C'est évidemment trop peu. Le flou entourant les obligations des collectivités publiques et privées constitue également un obstacle majeur. En l'absence d'obligation d'installation dans les lieux publics, d'implantation des DAE repose surtout sur le volontarisme. Selon les estimations des services ministériels, notre territoire compte actuellement autour de 160 à 180 000 défibrillateurs en accès public. Par ailleurs, si l'installation des défibrillateurs, qui sont des dispositifs médicaux, est en principe assortie d'une obligation de maintenance, sa mise en œuvre est souvent difficile du fait de la complexité de la chaîne de distribution et d'exploitation. Dans ce contexte, il est très probable qu'une large partie du parc des DAE installés sur le territoire français ne soit pas fonctionnel. Les DAE sont en effet bien souvent également la cible de dégradation. Il ne suffit cependant pas de sensibiliser la population à l'utilisation des DAE et d'en équiper les lieux publics. Il faut encore qu'il soit possible, dans une situation d'urgence, d'accéder rapidement à un équipement. Or, à l'absence d'obligation en matière d'équipement s'ajoute une absence d'obligation de recensement. Il est donc indispensable pour un témoin d'arrêt cardiaque de localiser le défibrillateur fonctionnel le plus proche. Cette situation est d'autant plus absurde que la plupart de nos concitoyens disposent de smartphones dont la fonction de géolocalisation pourrait sauver des vies. Face à cette carence de l'action publique, des initiatives privées ont vu le jour. En particulier, l'Association pour le recensement et la localisation des défibrillateurs, ARLOD, créée en 2008, a mis en place une base de données en ligne visant à recenser l'ensemble des DAE présents sur le territoire national, avec une implication que je salue. Cette base n'est cependant pas exhaustive. Chaque jour, de nombreux défibrillateurs sont nouvellement installés, devenus hors d'usage ou déplacés, sans que ces informations fassent l'objet d'une recension obligatoire. Par ailleurs, nous avons rencontré les représentants d'applications mobiles, notamment SoftLife, proposant la géolocalisation de personnes susceptibles de porter assistance aux victimes.
L'intervention, en quelque sorte, de ces bons samaritains, formés aux gestes de premier secours et volontaires, soulève cependant un certain nombre de problèmes éthiques et juridiques, notamment en termes de responsabilité, bien qu'il ne s'agisse pas directement de notre sujet. Peut-être, Madame la ministre, dans un deuxième temps, pourra-t-elle nous préciser quelles sont les évolutions réglementaires à attendre. La présente proposition de loi, qui résulte d'une initiative et de travaux largement communs entre l'Assemblée nationale et le Sénat, n'a pas pour l'ambition d'apporter une réponse à l'ensemble de ces enjeux. Elle propose cependant de mieux encadrer les aspects les plus matériels de ces questions en assurant l'accessibilité effective de la défibrillation cardiaque sur l'ensemble de notre territoire. Son article 3 crée tout d'abord une obligation nouvelle d'équipement par un DAE de certains types et catégories d'établissements recevant du public, ERP, vous l'avez indiqué, Madame le ministre, qui seront définis par décret en Conseil d'État. Il prévoit ensuite, de manière complémentaire, une obligation de maintenance des DAE. Donc je me félicite bien entendu de ces dispositions qui permettront de clarifier l'asymétrie sur lesquelles repose ce régime actuel. Tous nos concitoyens ont le droit d'utiliser un DAE, mais il n'existe pas d'obligation générale d'équipement des lieux publics. Cette évolution législative permettra enfin aux politiques de prévention d'avancer, si l'on peut dire, sur les deux jambes. On peut cependant s'interroger sur le périmètre des ERP qui sera détenu par le décret. Aucune orientation générale n'est en effet prévue par le texte, mais certains lieux, et vous l'avez rappelé, Madame le ministre, sont un cadre propice à la survenue d'arrêt cardiaque et devraient impérativement figurer dans cette liste. Je pense aux piscines, aux enceintes sportives. Peut-être, effectivement, même si vous l'avez développé, vous pouvez également nous indiquer d'autres localisations essentielles. Je suis par ailleurs bien conscient des réticences soulevées par le coût potentiel d'un équipement généralisé des lieux publics en défibrillateur. Ce coût paraît relativement limité. Selon le ministère de la Santé, il faudrait environ 1 000 à 1 500 pour l'acquisition d'un défibrillateur et 120 € par an pour en assurer la maintenance. Selon l'Assemblée des départements de France et l'AMF que j'ai contacté, les véritables inquiétudes relayées par les élus locaux portent moins sur le principe de l'obligation que sur le nombre d'équipements à installer et sur le lieu d'implantation. Je considère à cet égard que le décret devra ménager des marges de souplesse afin de permettre aux élus locaux de prendre les mesures les plus appropriées en fonction de la configuration propre de leur territoire. L'article 3 bis prévoit ensuite la création d'une base de données nationale permettant de renseigner les lieux d'implantation et d'accessibilité des DAE. Je souligne que cette base devra être interconnectée avec les SAMU et le SDIS, comme vous l'avez du reste indiqué, Madame le ministre. J'en terminerai en saluant l'action et la détermination de nos deux collègues parlementaires du Nord. Jean-Pierre Decool, ici présent aujourd'hui sénateur, mais qui a rédigé le texte que nous examinons aujourd'hui en étant député, et Alex Türk, notre collègue sénateur, qui se sont engagés depuis plusieurs années pour faire aboutir ce texte. Cet engagement a également pris une forme très pratique et exemplaire. Nos deux collègues ont en effet consacré la majeure partie de ce qui constituait alors leur réserve parlementaire à l'équipement défibrillateur de leur département du Nord, qui en compte aujourd'hui plus de 4 000. Je voudrais également remercier Alain Milon, président de notre commission des affaires sociales, de m'avoir confié ce rapport sur un maillon essentiel de la chaîne de survie en cas d'arrêt cardiaque. Je vous demande donc, mes chers collègues, d'adopter sans modification cette proposition de loi. Il est de notre devoir de tout mettre en œuvre pour encourager la citoyenneté et la solidarité de nos concitoyens dans de telles situations d'urgence. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur.